Bonsoir à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de l'Hebdo Politique sur Sensation Yvelines. Comme chaque dimanche, nous allons aborder les sujets qui font l'actualité. Lors des précédentes émissions, nous avons reçu de jeunes militants de tous bords politiques. Et cette semaine, notre invité, c'est un briscard de la politique, le maire d'Elancourt, Jean-Michel Fourgousse. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Je reçois donc Jean-Michel Fourgousse, maire d'Elancourt depuis 1996 et qui va tenter d'obtenir en mars prochain un 4e mandat de maire. Jean-Michel Fourgousse est également le porte-parole d'un groupe de réflexion réunissant plus de 100 députés, 120 exactement, qui s'appelle Génération Entreprise et qui défend l'entreprise et l'emploi. Il a également été député 3 fois de la 11e circonscription des Yvelines. Il a été battu en juin 2012 par le ministre délégué à l'économie sociale et solidaire, le socialiste Benoît Hamon. Voilà pour la très rapide biographie de notre invité. Et parmi les thèmes que nous aborderons ce soir, un premier d'ordre plus national, mais qui doit, j'imagine, fortement l'intéresser, le travail dominical. Et le second, plus local et particulier à Elancourt, le numérique à l'école. Mais tout de suite, c'est l'heure du Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. Alors, le Money Time, c'est une série de questions-réponses rapides. J'insiste bien sur le côté rapide des réponses. Le but, c'est d'apprendre à vous connaître, monsieur le maire, de connaître votre point de vue sans détour ni langue de bois sur des sujets qui agitent l'actualité politique et aussi tester un peu vos connaissances. Première question. En cas de duel PS-FN à un scrutin, François Fillon, que vous avez soutenu lors de l'élection à la présidence de l'UMP, a récemment déclaré au municipal « Je conseille de voter pour le moins sectaire ». Pour vous, le Front National peut-il être moins sectaire que le Parti Socialiste ? Vous me posez les questions que le Parti Socialiste demande à poser aux candidats de l'UMP pour essayer de diviser l'électorat de droite. Bon, ok, moi écoutez, je n'ai pas d'opinion particulière, que chacun défende ses positions, je dirais, je n'ai pas à me prononcer vis-à-vis du Parti Socialiste ou vis-à-vis du Est-ce que vous pourriez voter Front National second tour PS Front National, est-ce que vous pourriez voter Écoutez, j'ai pas d'opinion là-dessus et en plus je refuse toute espèce d'opération de manipulation de la stratégie de communication du Parti Socialiste là-dessus. Je la connais. Je suis docteur en psychologie, je connais nos collègues socialistes par cœur. Donc je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Voilà. La problématique des Roms, c'est un vrai thème de campagne pour vous ou c'est un sujet un peu un écran de fumée pour ne pas parler d'autres sujets qui fâchent beaucoup plus la droite et la gauche, type chômage ou les impôts. C'est un vrai sujet pour les municipales, les Roms ? Je ne sais pas, les vrais sujets des municipales, c'est l'emploi, c'est la sécurité, c'est pas une préoccupation l'éducation. pour les Français. Non, c'est pas une préoccupation pour les Français, et pas particulièrement dans les Yvelines. Vous êtes plutôt football américain ou soccer ? Soccer, le football à l'européenne. Je rappelle qu'il y a une équipe de football américain oui, à Elancourt qui a très bon résultat. Non, mais je vais le voir de temps en temps, ils m'émerveillent. Alors ils m'émerveillent d'une part par le résultat et surtout parce qu'ils arrivent à intégrer des jeunes qui retrouvent un sens à la vie, qui retrouvent c'est formidable qu'une association puisse redonner un peu de sens à des jeunes qui se posent des questions. Donc vous êtes plus football américain. Moi, je suis à Elancourt, je suis très admiratif de mon équipe de football américain. Maintenant, je regarde du football classique, bien sûr, dans les Coupes du Monde. Je suis le soir devant ma télévision. Nicolas Sarkozy, selon vous, c'est un fardeau ou c'est le sauveur de l'UMP ? Vraiment rapide. Alors, écoutez, je sais que la mode du Parti Socialiste, ça a été d'exterminer Sarkozy, qui est à mon avis quelqu'un d'assez génial. Il a un seul caractère indiscutable. Mais voilà, donc ils ont réussi à casser son image, que le PS travaille la perception des Français. Sauveur ou fardeau ? Dans la réalité, il est très bon. Maintenant, ils ont je ne sais pas, mais je pense que les gens qui pensent qu'ils ont enterré Nicolas Sarkozy, je pense que les gens s'avancent beaucoup. Et en plus, le fait de lui avoir annulé son compte de campagne, voilà, ça pose un vrai problème moral, je pense. C'est pas rapide comme réponse. Allez-y. Vous êtes plutôt mariage pour tous ou manif pour tous ? Moi, je suis plutôt manif pour tous. Manif pour tous. Durant votre dernier mandat de député, vous étiez président du groupe parlementaire France-Gabon. Alors, simple question pour vous, j'imagine, ce n'est pas un piège. Quelle est la capitale du Gabon ? Libreville. Exactement, avec 600 000 habitants. Vous avez cumulé pendant plusieurs années la fonction de maire et de député. Vous êtes donc, je l'imagine, pour le cumul des mandats, oui, non ? Juste oui, non. Je pense qu'un député doit avoir des racines locales, mais il ne faut pas plus de 2 mandats. Vous avez, enfin, dernière question, vous avez combien d'iPad chez vous, monsieur le maire ?
Vous en avez un d'ailleurs sur le. J'en ai un, mais je pense que tous les membres de ma famille en ont un. On se casse financièrement parce que c'est important de rentrer dans cette culture-là, oui. L'hebdo politique sur Sensation. Et à présent, le premier thème de notre émission, le travail dominical. En 2011, selon le ministère du Travail, 29% des salariés ont au moins travaillé une fois le dimanche au cours de l'année. Mais parmi ces 29%, seulement 13% l'ont fait de façon régulière. Alors le travail dominical est revenu récemment dans l'actualité depuis que 2 enseignes de bricolage ont décidé de ne pas respecter une décision de justice qui les obligeait à fermer leur magasin en Île-de-France le dimanche. Alors avant d'évoquer le fond du travail dominical, des enseignes qui bravent des décisions de justice, ça vous inspire quoi ? Est-ce qu'il faut respecter la loi ou dans ces cas-là on peut... Je ne sais pas, mais je sais qu'à Elancourt, on me dit écoutez, moi je suis bricoleur, monsieur le maire. Un dimanche, il me manque une vis, je suis en train de visser un truc, j'ai tout développé dans ma maison. Il me manque une vis, je dois aller la chercher tout de suite. Bon, j'attends quoi ? J'attends la semaine suivante. Deuxièmement, l'étudiant qui vit en travaillant le week-end. Moi, j'ai travaillé la nuit pour payer mes études, bon, et un peu le week-end. Bon. Si vous enlevez le week-end où un étudiant peut se faire parce que vous êtes payé double ou quasiment plus du double, ils peuvent gagner 100, 200, 250 euros par semaine. Si vous enlevez ça à un étudiant, il est mort. Vous êtes fait comme un étudiant là. Vous êtes pour ou contre le travail dominical ? Vous êtes donc comme les plus grandes puissances, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, ils sont pour. Il y a de la liberté. Pourquoi les restreindre toujours le travail ? C'est pas une valeur négative le travail. Justement, vous répondez quoi aux syndicats ou aux gens qui défendent le repos dominical et qui disent le dimanche, c'est moins, si on travaille, c'est moins de vie sociale et moins de vie associative. Surtout dans des discours idéologiques contre le travail. C'est tous ces gens qui véhiculent une image machiavélique du travail. C'est le travail, ça vient du latin en France, ça veut dire machine à torturer à 3 pieds. Enfin, c'est la vieille valeur, mais véhiculée par les marxistes en France. Voilà, le travail est une valeur positive. Le problème il vous fait vous développer, il vous fait vous rencontrer d'autres gens, voir d'autres univers, de développer des compétences. Et que faire face aux abus des employeurs ? Ce message négatif sur le travail. Que faire face aux abus des employeurs ? Parce que, alors, à la base, c'est du volontariat, mais on imagine... Les employeurs abusent. Alors ça, oui, c'est une forme très française. L'abus des employeurs. Et l'abus des syndicats. Pourquoi vous me dites pas les abus des syndicats ? Ils n'abusent pas les syndicats ? Je ne dis pas que les employeurs abusent, mais dans le cas où il y a des employeurs qui abusent, comment les plus jeunes peuvent-ils faire ? Parce que forcément, si leur employeur leur demande de travailler dimanche et le jeune dit non, ils sont libres, personne n'oblige les forcément, gens il sera à travailler dans une en mauvaise posture France. après Bon, maintenant que si vous me dites qu'un employeur, bien sûr, est un manager et doit bien sûr influencer les gens à travailler. Oui, on le sait, mais enfin, c'est pas comme dans votre radio. Je pense que votre patron, il vous dit pas de travailler moins, il vous dit de travailler plus. Ouais, si vous voulez, il n'y a pas de quoi s'émouvoir. Il n'y a qu'en France où on peut s'émouvoir là-dessus. Hein. Pourtant, à l'UMP, vous avez fait une loi sur le sujet en 2009, la loi Maillet. Le problème, c'est que quand vous avez fait cette loi, on a l'impression que c'est un peu une demi-loi, puisqu'à l'époque, beaucoup d'élus de droite s'étaient élevés pour la dénoncer. Et aujourd'hui, en fait, vous l'avez rendue encore plus complexe. Il faut des dérogations, des autorisations de préfets, de maires. Alors, est-ce que c'est pas facile, finalement, d'aujourd'hui s'élever contre la nouvelle majorité, lorsque nous, on n'a pas eu le courage de le faire soi-même, il y a quelques années ? Je ne sais pas, moi, j'ai toujours été partisan de la liberté. Je ne sais pas, le roi Merlin, dans la circonscription, tous les gens se plaignent. Enfin, c'est les salariés, ce n'est pas les patrons qui manifestent. Il faudrait quand même un petit peu s'actualiser les méninges en France, qu'on ne va pas rester marxiste toute sa vie, quoi. Le travail, c'est une valeur positive, d'accord ? Les étudiants, ils veulent travailler, ils ont besoin de fric pour payer leur loyer, pour payer leurs études. Qu'est-ce que c'est que ce message archaïque ? On ne va pas comme ça être en soumission permanente à cette espèce de sous-idéologie de syndicalistes complètement dépassés par la mondialisation, par les réalités économiques. Parlons, interviewer un peu plus de gens qui viennent de la réalité économique et pas de gens qui vivent des idéologies anti-monde marchand, anti-entrepreneurial, Le problème, monsieur le maire, c'est que même à droite, il n'y a pas de voix, il n'y a pas une seule voix. On a Jean-François Copé qui dit bon, faut moderniser la loi, tout le monde veut bosser le dimanche, les plus jeunes. Et puis on a Valérie Pécresse qui dit ben non, attention, faut faire et qui dit que la méthode du gouvernement est finalement bonne. Faut trouver un équilibre. Certainement qu'il faut pas. C'est la vérité, ni blanche ni noire, elle est au milieu. Mais en tout cas, ne commencez pas à interdire le travail le dimanche. C'est ringard, ça, je veux dire. Tous les pays modernes qui réussissent, ils n'interdisent pas le travail le dimanche. Voilà, c'est tout. Et moi, on va essayer d'élever un peu le débat et on va imaginer, est-ce que c'est possible finalement d'élargir cette loi encore plus dans le domaine public ? Est-ce qu'on peut imaginer demain, est-ce que vous seriez favorable ? Je ne sais pas, demander à M. Benoît Hamon. M. Benoît Hamon déclare la guerre aux entreprises toute la journée. Est-ce qu'on peut imaginer lui demander, c'est lui qui est au pouvoir, mais il fout un bordel monstrueux dans les entreprises. À Elancourt, est-ce qu'on pourrait imaginer une poste ou une mairie qui soit ouverte le dimanche ? Parce que voilà, le monsieur X ou Y n'a pas eu le temps la semaine de faire sa démarche. Là, vous rentrez
dans Non, la mais caricature militante. Non, je politique. vous demande, est-ce que vous seriez prêt à aller encore plus loin? Qui a dit qu'une mairie devait être ouverte le dimanche? Enfin, voyez, pourquoi vous rentrez les caricatures? Ça va intéresser les travailleurs. choses C'est des choses qui peuvent intéresser les travailleurs Je de la sais pas, semaine. moi. Mais cela dit, il y a des gens dans la mairie d'Elancourt qui travaillent le dimanche, de toute façon, comme dans toutes les mairies de France. Ne serait-ce que pour organiser des manifestations sportives, on met à disposition un certain nombre de nos employés pour les stades, pour les gymnases. Donc, de toute façon, il y a déjà dans le monde entier, et dans toute la France, des employés municipaux, ils doivent être, je sais pas, moins de 10% à travailler le dimanche. Et ils ont des suppléments, ils ont des heures supplémentaires. Je vois pas de quoi, il n'y a pas de quoi s'émouvoir. Hein. D'accord, vous êtes donc pour le travail dominical. L'hebdo politique. Je suis normal, quoi. Hein. Oui, vous êtes sûrement très normal. Je suis normal, producteur de richesse, producteur d'emploi. Oui, je fais réussir mon pays, ma commune. Oui, si c'est ça, oui. C'est plus le thème. Oui, je suis pas ringard à fermer le pays, à réduire tout, à tout bloquer et à stigmatiser les entreprises. Oui, c'est vrai. Je suis pas comme ça. Alors, à propos de la politique que vous menez à Elancourt, je vous propose d'écouter Michel Bessot, conseiller municipal socialiste d'Elancourt. C'est une ville encore plus dortoir qu'elle n'était il y a 18 ans. Il n'y a pas d'événements majeurs. Les liens entre les Élancourtois, hormis la consommation de sport, d'activités, parce que les Élancourtois ont envie de sortir, eh bien, ce n'est que les bénévoles, ce ne sont que les bénévoles. Il n'y a rien de lancé de la part de la ville de vraiment dynamique. Et sur le numérique, je le dis souvent au maire sortant, il n'aurait rien fait que nous lui aurions reproché de n'avoir rien fait. Il faut vivre avec les outils de son temps. Le numérique est nécessaire, y compris à l'école. Mais là, on arrive à l'overdose totale. Il y a un point, pour prendre le dernier conseil municipal, faire un achat de 3 robots Nao pour dire c'est un plus pour les écoliers, alors que dans le même temps, on diminue l'offre de bus scolaires pour les sorties à l'extérieur. Il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Et l'obsession du maire sur le numérique se fait au détriment des enfants élancourtois. Alors, il est nécessaire de ressouder le lien avec les élancourtois et de donner de la perspective, des perspectives sur les centres commerciaux. Cette mare, ce n'est que la réhabilitation du cinéma et la résidence universitaire qui donne un petit peu de souffle à ce centre commercial qui a été délaissé complètement depuis 18 ans. Ce n'est pas une réfection de parking qui va améliorer. Il y a vraiment besoin d'une réflexion avec les habitants sur le centre-ville. Le projet des 4 arbres, on ne sait pas du tout ce que veut faire le maire. Et puis, il n'y a pas d'événement majeur qui ressoude les Élancourtois. La fête d'automne est réduite à la portion congrue et l'argent est mis pour des dépenses de prestige, près de 300 000 euros minimum pour les vœux ces dernières années, alors qu'on supprime dans le même temps la fête nationale qui est le 14 juillet et qui est un événement où tous les Élancourtois se retrouvaient avant de partir en congé. Alors, Jean-Michel Fourgousse, je vais vous demander de réagir sur ces propos. Alors, pas sur le numérique et pas sur l'école, parce que ça sera le deuxième débat. Mais est-ce que, comme le dit Michel Bessot, est-ce que la ville de Elancourt est devenue une ville dortoir, selon vous? Écoutez, je ne sais pas, mais il y a eu, et M. Bessot le sait, il y a eu un sondage qui a été fait il y a un certain nombre de mois sur Elancourt. Et la première qualité qui sortait du maire, que M. Bessot vraiment stigmatise dans son intervention, là, c'est la compétence. Et vous savez à combien de pourcents? À 83%, je crois. Et l'IFOP nous a dit que c'était un des taux les plus élevés dans les communes de France qu'ils avaient trouvé. Bon. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il faudrait quand même dire à M. Bessot. Bon, j'ai vu que M. Hollande, lui, au niveau national, on a fait le même sondage. Bon, certes, au niveau national, on ne peut pas comparer, mais il est à 23%. Donc écoutez, moi je ne veux pas me comparer non plus, il faut être sérieux, il faut être modeste, mais je veux dire que vous êtes plus si vraiment M. Bessot, là, mais il n'y a pas de problème, je crois que M. Bessot va se présenter aux élections, écoutez, on va voir, mais enfin, a priori, la ville, elle a des classements régulièrement où elle est citée en exemple. Elle est deuxième ville la mieux gérée quand même des Yvelines, voire de France, parce qu'il y a eu un autre classement qui l'a même classée en deuxième. En termes d'environnement, vous le savez très bien, on est une des rares communes à être Trois-Fleurs. On a un niveau d'emploi qu'on a doublé. On a un niveau social de crèche. On a un modèle scolaire qui est cité en exemple, non pas seulement en France, mais même en Europe. Alors, il est gentil, M. Bessot, là, mais si c'est le représentant du Parti Socialiste, je crois. Est-ce que le Parti Socialiste, en ce moment, peut tenir un discours aussi arrogant qu'il tient sur des gens qui sont cités régulièrement dans les prix, dans les modèles de bonne gestion municipale en France?
Hormis tout ça, il y a un truc qui m'a un petit peu toqué, c'est que vous ayez annulé la fête du 14 juillet. C'est quand même quelque chose, quelque chose d'assez important. Comment vous justifiez cela? Mais moi, je suis pas Ça crée du lien je pour suis toi. pas un faiseur d'opinion, d'images. Je travaille pas la perception des Français toute la journée. Moi, je travaille la réalité. Bon, et je suis un décideur. Je suis pas un amuseur. Je suis pas un séducteur. Je suis pas là pour séduire mes électeurs. Je suis là pour les faire réussir. Et quand je vois qu'on est devant un effondrement de la sphère publique et bien sûr des collectivités locales, on voit bien, on nous sert tous le kiki. Eh ben oui, j'anticipe. Je suis pas là pour subir. Je suis là pour anticiper. Et a priori, la première fonction d'une commune, c'est près de 50% de budget est sur les enfants. Bon, je veux que les enfants aient le meilleur modèle scolaire et le meilleur modèle scolaire en France. C'est le cas. Donc j'ai réussi quand même mon pari. Maintenant, le feu d'artifice, je sais que ça fait des mécontentements. Le feu d'artifice, ça fait combien? C'est 50 000 euros? Non, c'est pas 50 000 euros. Non, surtout avec de l'animation, ça va très vite, entre 50 000 et 100 000 euros. Et de toute façon, écoutez, il y avait, je sais pas, il y a des communes comme la Verrière qui font deux feux d'artifice, Trappes, qui est classée comme la ville la moins bien gérée de France avec la Verrière. Eux, ils ont fait 2 feux d'artifice chacun. Moi, j'ai pas fait de feux d'artifice. Cherchez l'erreur. Du coup, on annule le feu d'artifice et la ville. Ah oui, mais comme par hasard, j'ai un des meilleurs modèles de gestion, un des meilleurs modèles scolaires, un des meilleurs. Voilà. Bon, donc vous voyez, je ne regrette pas, même si effectivement, je m'excuse auprès des gens que ça a un petit peu, peut-être, rendu un peu triste de pas. Mais il y a tellement de feux d'artifice. Vous savez, mettre l'argent dans des feux d'artifice qui durent 20 minutes, oui, je pense que c'est mieux de l'investir sur les enfants, sur leur avenir, parce que c'est eux qui vont payer une retraite au passage, je vous signale qu'ils sont des gens en difficulté. Donc voilà, moi je suis sur les valeurs, je dirais, d'investissement sur l'avenir. Un feu d'artifice n'est pas un investissement sur l'avenir quand vous avez un pays qui est en faillite. Le pays, la France, est en faillite. Donc attention, on se détend avec une petite pause musicale. En plus, une musique qui vous tient à cœur, je crois, Jean-Michel Fourgousse, c'est Honor, la musique du film Gladiator. Pourquoi cette musique vous tient-elle particulièrement à cœur? Parce que je trouve qu'elle est... je pense qu'elle est porteuse, vous voyez, d'une émotion positive, constructive. Moi, vous savez, je n'aime pas la gauche parce que tout est politique. Parce qu'ils critiquent. Même quand vous regardez un film, j'ai vu comment ils ont traîné dans la boue Nicolas Sarkozy. Ils stigmatisent. Non, on s'éloigne du sujet. Les entrepreneurs, etc. Moi, j'ai besoin. Vous voyez, je gère ma commune d'une façon positive. J'ai des émotions positives, j'ai des projets d'entrepreneurs. J'essaye de faire donner le meilleur de soi-même aux autres et à moi-même aussi d'ailleurs. Mais je ne suis pas là toute la journée à essayer d'enfoncer mon voisin, etc., à dire du mal de lui, à le stigmatiser. On l'a bien. Donc, vous voyez, là, cette musique, elle est, mon ami, très constructive. Elle est dans une logique, elle a un peu de gravité, d'ailleurs, mais ça vous donne. Est-ce que vous aimez les films de Gladiator? Les films de Gladiator. Oh, c'est pas tellement le film Gladiator, c'est cette musique qui me semble porteuse. Non, moi, je suis pas un combattant physique, mais donc Gladiator, je trouve pas forcément là-dedans. C'est plutôt il y a une forme de montée en puissance. On va essayer de la sentir. On va essayer de sentir tout ça. On va essayer de sentir tout ça tout de suite, la musique. Il faut créer de l'émotion positive. L'hebdo politique. Deuxième thème de cet hebdo politique, l'école et le numérique. Un sujet qui touche particulièrement la commune d'Elancourt, puisque, monsieur le maire, les écoles de votre ville sont à la pointe dans ce domaine. Elles ont reçu, si je ne me trompe, pas moins de 2000 tablettes à la rentrée, ce qui fait de votre ville la mieux équipée d'Europe. Alors j'ai une question, pourquoi miser tant sur le numérique? D'abord parce que je suis un ancien ingénieur de recherche d'éducation nationale, je suis docteur en psychologie, j'ai écrit plusieurs bouquins sur l'école. Et puis, j'ai transformé effectivement ma ville en laboratoire innovant. Bon. Alors, je vous rappelle que les enseignants, demandez-leur à Elancourt, ils n'ont pas envie de partir. Hein. Demandez-leur pourquoi. Bon. Les élèves et les parents essayent même, ils viennent habiter Elancourt pour les écoles. Bon. Donc, il faut déjà enregistrer ce résultat. Alors, à Elancourt, M. Bessot critiquait les robots. Bon. Oui, justement, on a mis des robots Michel Bessot. C'est pas pour développer l'intelligence logico-mathématique, pour en fait, réconcilier les jeunes Français avec les sciences, les sciences d'ingénieur. Effectivement, quand ils programment le robot, c'est extrêmement concret pour eux et ça leur développe ce sens, la réconciliation avec le savoir scientifique. Ce qui est fondamental, hein, on manque d'ingénieurs, il y en a 700 000 qui sortent de Chine, 27 000 seulement en France. Voilà, si on veut tenir dans la mondialisation, il faut des ingénieurs. Deuxièmement, on apprend l'anglais par visioconférence d'un prof des États-Unis avec son accent, ou d'Angleterre, ou du Canada. Bon, c'est extraordinaire. Il y a un TNI par classe, et non pas par école, par classe, c'est bien sûr dans toutes les écoles. On a tous les élèves d'élémentaire ont des tablettes. Donc, en fait, on est passé d'une pédagogie un peu embêtante, magistrale, frontale, verticale, à une pédagogie participative, collaborative. Ils travaillent entre eux. Et mixte, une partie à l'école et une partie à domicile. Et en fait, en plus, différencier, ça veut dire qu'un enfant, 2 enfants n'apprennent pas à la même vitesse. Et bien avec des tablettes,
ils apprennent chacun à leur vitesse. Et pour gérer la diversité des classes, c'est formidable. Donc, c'est une formidable plateforme innovante pour lutter contre l'échec scolaire. Vous le disiez, les Français et les parents semblent dans l'ensemble vous suivre dans votre démarche. D'après une récente enquête d'ordre national, 8 Français sur 10 sont favorables à l'utilisation de tablettes en milieu scolaire. En revanche, parce qu'il y a toujours un mais, les mêmes personnes sondées sont plus enclins à l'introduction des tablettes au collège et au lycée. C'est vrai que ça paraît un peu tôt, des enfants de 6 ou 7 ans avec des machines. Vous répondez quoi à ça ? Eh bien, écoutez, j'adore les Français, j'ai le plus grand respect, mais je pense qu'ils se trompent. Je pense qu'ils ne savent pas que 40%, excusez-moi, la majorité des cas d'échec scolaire sont déjà identifiés en primaire. Okay. Mais quel est l'intérêt pour des enfants de 6-7 ans finalement d'avoir des e-compétences, comme on dit, des compétences ? Parce que demain, écoutez, 25% de la croissance mondiale se fait par les e-compétences, demain ça va être beaucoup plus. Donc il est évident que la variable de réussite en entreprise aujourd'hui, c'est votre niveau de e-compétences, au-delà même de votre diplôme. Il y a votre diplôme aussi. Donc bien sûr que le fait qu'à Elancourt, les enfants, fin CM2, ils ont le niveau fin CE2, ils ont le niveau de fin CM2. Ça veut dire qu'ils ont 2 ans d'avance sur la moyenne nationale en e-compétences. Ben, c'est formidable, ça. Vous voyez, mais les réussites, M. Bessot, là, quand je l'entends critiquer, se plaindre, stigmatiser, mais qui se félicite de ce brillant résultat, qui est cité en exemple, même en Europe, mais même il y a eu 2 missions parlementaires à partir d'Elancourt, il devrait s'en féliciter pour sa ville. Il a le modèle scolaire le plus performant, un des plus performants de France, on va dire un des plus parce qu'il faut être modeste dans la vie. Donc voilà, c'est formidable. Et puis ça continue, je vais vous dire, vous allez voir demain, c'est pas terminé. On va passer à un autre sujet sur l'école qui, je crois, va également vous passionner, c'est les rythmes scolaires. Et la semaine de 4 jours et demi pour les écoliers, une réforme souhaitée par le ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, et que vous combattez fermement. Vous avez d'ailleurs récemment lancé une pétition sur le sujet avec Jean-François Copé, le président de l'UMP. Alors pourquoi un tel acharnement contre cette loi ? Mais il n'y a pas d'acharnement. Mais pourquoi est-ce que M. Peillon, d'abord avant de lancer, d'abord je vous rappelle que la majorité socialiste, ils ont déjà déstabilisé toutes les entreprises françaises avec la loi des 35 heures. Il n'y a eu aucune impact. Mais là, on parle de l'école, on parle de l'école. Bon. Alors maintenant, ils réattaquent. Maintenant, c'est pas les entreprises, c'est les écoles. Alors ils attaquent avec une étude, avec un projet où il n'y a eu aucune étude financière, aucune étude d'impact sur les résultats scolaires. C'est ça qui intéresse les parents. Les rythmes scolaires, mais on s'en fout complètement. Ça n'a jamais été une priorité. Actuellement, si vous voulez améliorer le modèle scolaire, il faut changer, faire bouger les programmes, il faut chercher la pédagogie, la formation, les outils numériques pédagogiques. Qu'est-ce que les rythmes scolaires ? Ils sont en énième position. Et alors, en même temps, M. Peillon, il n'avait même pas vu que ça allait avoir un coût pour les communes, M. Peillon. Il a un pays qui est en dépôt de bilan, il balance un truc. Déjà, on réduit les dotations pour les communes et en plus, on dit bah oui, il faut augmenter les impôts de 5%. Eh bien, vous n'avez qu'à augmenter les portions. Allez, attrape la ville de gauche. 1,5 million, c'est plus de 10 points d'impôt. Le problème, c'est que vous allez augmenter de plus de 10 points d'impôt à Paris. Aujourd'hui, vous vous battez contre la réforme. Il y a déjà 20% des écoliers qui appliquent cette réforme. On fait comment la rentrée prochaine s'ils reviennent sur la réforme ? On rechange une nouvelle fois ? De nouveau un coup ? On fait comment ? Écoutez, même le maire de Paris dit que c'est Mme Hidalgo qui dit que la réforme est un boulet. Et vous voulez que je vous dise le nombre de gens qui sont en grève aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on a pu lancer un truc pareil, d'abord qui est infinançable, deuxièmement qui est dangereux. On est en train d'engager des jeunes mômes, des jeunes de 20 à 25 ans qui n'ont aucune spécialité, et on les met à encadrer des mômes, ils ne savent pas, et du coup vous avez des incidents. Il y a même eu un accident encore récemment dans une ville. Bon. Et troisièmement, je vous dis, c'est infinançable, c'est dangereux, à mon avis, parce que les gens qu'on recrute actuellement dans la précipitation, ils n'ont pas la compétence requise. Troisièmement, c'est injuste, parce que la petite commune rurale, elle n'a pas un stade comme Elancourt, elle n'a pas un gymnase. Il fallait s'agiter avant, monsieur le maire. C'est trop tard maintenant, la réforme a été lancée. Mais attendez, mais c'est pas monsieur Peillon, avec un décret ministériel qui va oser son idée. La liberté de gestion. La réforme, ça fait longtemps. Non, mais attendez. Ça fait longtemps que c'est un projet. C'est un peu tard après la rentrée. Écoutez, on n'a pas osé s'opposer aux 35 heures, c'était une catastrophe. On a détruit. Donc justement, vous auriez dû le faire avant. On ne va pas recommencer avec la désorganisation dans les écoles. C'est bon. On a vu une fois ce qu'ils étaient capables de faire, nos collègues socialistes. Ils ne savent pas gérer. Les socialistes, ils savent brasser des idées, des grandes déclarations, donner des leçons de morale, mais dès qu'ils sont en direction, ils ne savent pas diriger, ils ne savent pas gérer. Regardez, ils n'avaient même pas prévu que cette réforme allait coûter 1,5 milliard. C'est moi qui leur ai dit. Non mais franchement, c'est qui le ministre ? C'est Peillon le ministre. Il ne sait pas qu'il balance un truc à 36 000 communes qui vont coûter 1,5 milliard, alors qu'on lui demande de baisser les dépenses publiques. Il augmente une dépense publique. Mais qu'est-ce que c'est que cet amateurisme ? On va reprendre un petit peu de calme. Avant de refermer cette page, on va rester à l'école, Jean-Michel Fourgousse. En ce moment, à la télévision, je ne sais pas si vous êtes au courant, sur M6, on peut suivre une émission qui s'appelle Le Pensionnat dans l'école, dans laquelle les enfants sont replongés dans les années 50 pour tenter d'obtenir
comme leurs grands-parents, le fameux certificat d'études. Donc là, pour eux, ni smartphone, ni tablette. Je vais vous poser 2 questions qui étaient posées au moment de l'examen pour voir si vous auriez pu l'avoir éventuellement. Savez-vous, Jean-Michel Forgousse, combien font 98 fois 11 ? Non. 1078. Est-ce que vous savez, autre question qui est sûrement plus simple, dans quel département la Seine prend-elle sa source ? Non. Ah, vous l'avez pas vu ? La Côte d'Or. Donc il faudra repasser un peu Mm. pour avoir l'examen, le certificat d'études. Je sais pas. Écoutez, L'hebdo politique, ah, ces mots qui agitent l'actu. Et comme chaque semaine, nous nous intéressons à ces mots qui agitent l'actualité. On les retrouve dans la presse, à la radio, à la télévision. Pour mieux les comprendre, nous les décryptons avec Jean-Pierre Duclos, l'un des auteurs de l'abécédaire de la citoyenneté. Et cette semaine, il s'agit du mot communauté d'agglomération. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus une organisation mieux rationalisée des actions des uns et des autres au service de nos concitoyens. Et entre l'échelon communal et l'échelon de l'État, je le rappelais, il y a les intercommunalités, il y a le département, il y a la région. Les intercommunalités se développent à une vitesse grand V. En 20 ou 30 ans à peine, les intercommunalités représentent aujourd'hui et couvrent aujourd'hui pratiquement 80% des communes. C'est-à-dire que vous avez 8 communes sur 10 qui se trouvent ne plus fonctionner toutes seules, qui sont dans une intercommunalité, sous quelque forme qu'elle soit. Alors ça peut être une communauté d'agglomération, ça peut être un syndicat de communes, ça peut être une métropole, ça peut être toutes ces variantes qui sont maintenant à la disposition des élus. Mais aujourd'hui, et ça va du syndicat intercommunal pour gérer l'eau potable, pour gérer les pompiers ou pour gérer les grandes affaires économiques du moment. Donc voilà, la grande évolution qui se passe aujourd'hui et qui va complètement petit à petit transformer la vie de nos concitoyens, c'est cette décision de faire en sorte que de plus en plus les communes n'aient plus leur vie recroquevillée sur elles-mêmes, mais soient dans un tissu beaucoup plus large. Alors Jean-Michel Forgousse, pour Elancourt, est-ce que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, c'est un avantage ? Écoutez, je ne sais pas, mais pour l'instant, les entreprises françaises, un certain nombre partent, les capitaux partent. On va bientôt approcher les 60% des dépenses. C'est à cause de la communauté d'agglomération, ça ? Alors, avant 80, il y avait 30% de dépenses publiques du PIB. Aujourd'hui, vous allez vers 60%. Bon, 60%, vous êtes en train de... Ces dépenses publiques, dont l'Interco, sont en train de peser, d'écraser les entreprises, donc elles sont obligées de partir. Donc il faut arrêter ça. Vous êtes contre ? On avait nous proposé de réunir le conseil régional et le conseil régional. Je vois que les socialistes ont annulé ça. Maintenant, on veut lancer l'Interco. L'Interco, c'est très coûteux. Arrêtons de présenter ça comme la solution. L'Interco, il faut qu'ils diminuent d'abord leurs moyens de communication. Quand je vois le nombre d'agents de communication et de culture qu'il y a donc à la Casquille, dans les intercos, qu'est-ce que c'est ça ? Les intercos, c'est fait pour construire des équipements sportifs et culturels. C'est pas fait pour avoir des équipes de militants permanentes comme ça, que l'on voit. Donc les intercos, il faut qu'elles diminuent leur niveau de vie. Parce que sinon, toutes les entreprises françaises vont partir. Parce que les intercos, elles vivent, elles créent des nouveaux impôts. Et ça, il ne faut pas oublier de le dire. Il faut arrêter de présenter le public comme une solution morale. La solution morale, c'est l'entreprise. Elle ne peut plus la créer parce que le système public, on n'arrête pas de développer. L'Interco n'arrête pas de... On n'a plus beaucoup de temps. Ils ont multiplié par 300% le nombre d'emplois dans les régions en 10 ans. Est-ce que les relations avec la communauté d'agglomération sont tendues du fait que vous soyez de droite et la communauté de gauche ? Est-ce que ça complique les relations ? Je ne sais pas, moi je suis plutôt un producteur de richesse. Eux, ils sont dans la redistribution toute leur vie. Tous les gens de la Casquille à gauche sont des gens qui ont toujours vécu dans la redistribution. Et si la communauté, jamais dans la production de richesse. Si la communauté bascule à droite, qu'est-ce que vous allez changer à tout ça ? Écoutez, on aura peut-être le temps d'en parler. Ah, donc, selon vous, c'est envisageable qu'elle bascule à droite ? Selon vous ? La communauté d'agglomération. Oui, et selon vous, pourquoi ? On est toujours en démocratie. Bon, alors je sais qu'ils maîtrisent les moyens de communication. 80% des journalistes aujourd'hui, si ce n'est 90, sont avec. Ah, c'est pas le cas à Radio Sensation. Eh bien, écoutez, bravo, je vous félicite. Mais donc voilà, alors eux, ils travaillent la perception. Vous savez, la gauche travaille la perception, nous on travaille la réalité. Alors c'est vrai que travailler la perception, vous influencez les électeurs. Bon, on a vu ce que ça donnait aux élections législatives et présidentielles. Bon. C'est la faute des médias. La prochaine fois, oui, les médias ont fait élire M. Hollande. Oui, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Voilà, en 2007, alors, les médias ont-ils fait élire Nicolas Sarkozy ? Je ne sais pas. Je pense que c'était 50-50. Je crois qu'il y a eu des sondages qui montrent que dans une école de journalistes, il y a eu 100% d'élèves qui ont voté pour le même candidat. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pluralité d'opinion. Il n'y a plus de pluralité d'opinion en France. C'est quand même grave en termes de démocratie. Donc voilà, je vous dis, c'est un problème. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz.
Voilà, c'est la fin de cette émission, de ce 3e numéro de l'Hebdo Politique. Merci à Jean-Michel Fourgousse d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez retrouver l'Hebdo Politique en podcast, audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. On se retrouve dimanche prochain à 18h sur Sensation Evelyne. Je recevrai François Deligné, maire PS de Guyancourt.